Mesdames, Messieurs, bonjour. Surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes lundi 26 décembre 2022. Vous l'avez donc compris, hier était le jour de Noël, la célébration de l'arrivée de l'enfant Jésus. Les chrétiens du monde entier ont justement pu célébrer cette grande fête chrétienne. Il faut dire qu'au Cameroun, c'est un jour férié et chômé, donc pour bon nombre d'employés, il n'y a pas véritablement du travail ce jour. Mais en ce qui nous concerne, nous du côté de la télévision, nous ne connaissons pas les jours fériés. Voilà pourquoi nous sommes encore là ce matin pour déminer l'espace dans le cadre de votre programme Espace Miné. Naturellement, nous irons jusqu'à 11h52. Ce matin, la presse apparemment, la presse écrite est également en congé pour la journée fériée. Vous n'aurez donc pas la revue La Presse de notre ami Théophile Vianney-Bia ce matin. Par contre, la dénonciation de Arnaud Victor Eyada est au rendez-vous et l'instant de l'analyse également. Et parlant de cet instant de l'analyse, nous nous poserons la question ce matin de savoir comment reconnaître qu'un homme a réussi dans sa vie. Selon vous, y a-t-il des indices? Y a-t-il des indicateurs qui peuvent qui peuvent conduire à annoncer ou à constater que telle personne a réussi dans sa vie, mais maintenant, telle autre a raté sa vie. De toutes les façons, on en parle ce matin pour en parler avec efficacité, mais également avec beaucoup d'entre eux. Ils seront anciens députés de la République, ils seront hommes politiques, ils seront consultants, ils seront journalistes permanents, avec un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Vous êtes en direct sur Info TV, voilà pourquoi vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. J'accueille le premier invité ce lundi matin, Honorable Soman, bonjour. Comment vous allez, honorable? Oh, je vais bien. Je continue encore à réfléchir bien, donc je pense que je vais bien. Je signale que vous êtes ancien député de la Nation pour le compte de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Mais ma question est celle de savoir, lorsqu'on vous regarde, on voit vraiment que vous êtes déjà une personne âgée. Mais quel est votre secret? Vous avez continué à garder votre tête bien posée. Vous êtes resté très cohérent au niveau de l'analyse parce que à côté de vous, il y a certains de votre âge, parfois, qui perdent la tête. Oh, je pense qu'il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Et quand on n'est pas malade, il ne faut pas chercher là où on ne doit pas être. Bon, moi je suis Camerounais. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas des excès dans ma vie, même pour la nourriture, ni rien. Tout ce que je fais, je me limite à ce qui correspond à ma personne. Même au niveau du parti, j'ai des camarades qui ont mon âge, qui n'arrivent même plus à marcher debout. Il y en a qui sont malades. C'est le bon Dieu qui fait ça. Est-ce qu'il faut dire qu'à côté de la volonté du bon Dieu, comme vous venez de le dire, vous avez été très hygiénique au niveau de votre vie? Vous n'êtes pas trompé dans beaucoup d'excès? Non, je pense que je suis resté moi-même. Bon, et puis en plus, j'ai fait beaucoup de sport. Je faisais tous les dimanches ou tous les week-ends au minimum 18 km en courant. Incroyable. 18 km. Mais c'est en 2016 que je suis allé en France. Et subitement, je me suis senti malade parce que j'étais essoufflé. Alors, je suis allé voir un spécialiste qui a estimé que mon cœur allait trop vite. Bon, mais on a retravaillé, on m'a mis une sonde et on a travaillé. Et Dieu merci, je commence à respirer depuis. On m'a fait un certain nombre d'interdits qui ne sont même pas exagérés. Ne pas boire de whisky, c'est pas exagéré. Et bon, ne même pas boire le Coca-Cola. Donc le reste, je bois. Non, vous buvez un peu de vin rouge? Ah oui, non, le vin, je bois. Non, le vin, je bois, la bière, je bois. Mais c'est le whisky qu'on m'a dit de ne pas boire. Je peux vous dire que
même au niveau du parti, au niveau des analyses de la situation, vous verrez tout à l'heure, je ne fais pas d'excès. Mais quand je ne suis pas d'accord, vous le dites. Je le dis. Même pour les gens de l'opposition, ne croyez pas que je ne suis pas quelqu'un qui est absolument opposé au régime actuel. Non, quand ça va, quand ils prennent une décision qui me convient, je dis qu'elle est bien. Merci. Merci beaucoup. Honorable Soman, vous êtes devenu une bibliothèque parce que chez nous, en Afrique, un vieillard qui s'en va est une bibliothèque qui brûle. C'est une chance que nous ayons encore ceux qui maîtrisent l'histoire de ce pays, qui sont restés encore cohérents comme vous. Votre expertise continuera à nous édifier dans le cadre de nos échanges. Merci beaucoup. En face de vous, on va accueillir donc l'opposé de l'honorable Soman, mais un jeune, c'est monsieur Yaya Bello. Bonjour Yaya. Bonjour monsieur Haïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Je veux dire bonjour aux panélistes et surtout aux patriarches, aux grands frères avec qui nous aurons l'honneur de partager. Le grand-père. Le grand-père, voilà. Donc, et puis je veux dire bonne fête à tout le staff de la télévision en commençant par le PDG lui-même et tous les techniciens. Et bonne fête à tous les Camerounais qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Yaya Bello est donc un jeune homme politique. Il est du côté du PCRN, le parti de l'honorable président Cabral Liby. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, on accueille notre consultant de tout temps et de tous les temps. C'est le dit fils de Bouniebel. Lui, c'est Pierre Bleriot-Niemek. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Pierre Bleriot-Niemek, je présume que pour la première mi-temps de la fin d'année, ça s'est bien passé. C'est-à-dire la première mi-temps, ce sont les fêtes de Noël. Maintenant, la deuxième mi-temps, probablement avec prolongation, c'est le 31 et le 1er janvier. La première mi-temps s'est bien déroulée? Je vais vous décevoir, je ne connais pas la fête de Noël. Et pourquoi? Oui, ben parce que c'est pas... Je ne peux pas souscrire à un mensonge collectif. Pourquoi vous aimez ce genre de débat-là? Vraiment, le mensonge est à quel niveau? Non, je dis je ne peux pas souscrire à un mensonge collectif. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, on lui dit Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et il répond, est-ce que tu travailles à la mairie de Bethléem? C'était une bonne réaction. On n'a pas besoin de travailler à la mairie de Bethléem. Vous savez, la connaissance affranchit, mais la connaissance nous rend malheureux aussi. Quand vous savez, vous ne pouvez plus accepter autre chose. C'est le malheur. Sur la question, ceux qui sont curieux savent en quelle période Jésus-Christ est né. Et ils savent quelle est l'origine de la fête de Noël. Alors, parce que c'est une fête païenne, moi, je ne peux pas accepter que les gens imposent une idéologie fausse, manifestement fausse. Ce n'est pas comme... Ça signifie que vous êtes contre le pape, par exemple? Non, le pape n'est pas la référence de la Bible, non. Mais c'est le pape qui est le sommet, qui est le garant de l'Église catholique romaine. D'accord. Mais le même pape a demandé que vous commenciez à vous habituer au fait que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Alors que Lévitique 18 vous dit qu'ils sont en abomination à l'Éternel. Vous voyez donc, moi je dis... Mais Blériot, c'est Dieu qui a créé aussi les enfants. C'est très difficile. Blériot, est-ce que nous sommes d'abord d'accord que c'est Dieu qui a créé aussi les homosexuels? Oui, mais ce ne sont pas ses enfants, malheureusement. Dans le langage théologique, les enfants de Dieu sont différents des créatures de Dieu. Dans le langage théologique. Parce que dans chaque science, il faut en connaître le langage. Voilà. Vous deviendrez enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Donc ils ne sont pas les enfants de Dieu parce qu'ils sont en abomination à l'Éternel. Lévitique chapitre 18, il faut le lire. Oui, mais enlevons l'idéologie de Dieu. Vous dites que dans un autre langage, ils sont quand même enfants de Dieu. Non! Dieu, c'est la théologie. Dans ce langage-là, ils ne sont pas les enfants. Moi, je ne suis pas dans le langage théologique. Bon, ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Parce qu'ils s'opposent à la loi fondamentale. Je veux dire donc que pour moi, le pape n'est pas une référence de la connaissance des affaires de Dieu. Puisqu'il s'en écarte quand il veut.
quand les conciles se tiennent, ce n'est pas pour imposer la volonté de Dieu, c'est pour imposer la volonté des hommes. Et d'ailleurs, cette date du 25 décembre, qui est bien plus vieille que Jésus-Christ, bien plus vieille, a été célébrée pendant longtemps. Et l'Église l'a récupérée. Alors qu'à tout à côté, il y a des éléments qui... Bon, maintenant, non, Jésus, lui, il est né quand? Ben, c'est pas si difficile que ça. Dès que vous prenez le calendrier auquel Jésus appartenait, le calendrier juif, même si vous opposez au calendrier grégorien, on vous dit que le 6e mois de ce calendrier-là, Marie est allée rendre visite à Marie de Magdala, et c'est en cette période qu'elle est tombée enceinte. Vous conviendrez donc que quand on est tombé enceinte, au 6e mois de ce... à partir des calculs qui sont faits, Jésus est probablement né au mois de septembre. Et la période peut même être indiquée. Il est du signe de la Vierge. Et c'est écrit en Apocalypse chapitre 12. Jésus est du signe de la Vierge. Et on peut même retrouver le jour exact. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on décrit la forme des astres, le jour de la naissance de Jésus. Aussi simple que ça, nous faisons une étude et on vous donne le jour exact de la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Vous voulez donc nous dire que le monde entier est trempé dans un gros mensonge? Nous avons beaucoup de mensonges comme ça qui sont devenus des mensonges universels. Et les hommes se nourrissent beaucoup d'idéologies, surtout quand c'est des idéologies forgées. On vous dit quelque chose et vous n'avez... La plupart d'hommes, vraiment c'est pas injurieux, préfèrent être calmes dans des certitudes. Si on vous dit que Jésus est né le 25 décembre, vous vous dites, mais moi, où est mon problème là-dedans? Qu'il soit né le 25 décembre ou le 30 mars ou finalement le 11 septembre que Ben Laden connaît et pour lequel il a frappé le monde chrétien. Ah donc Ben Laden connaissait la vraie naissance de Jésus. Non, je vous viens Ben Laden n'a pas choisi la date du 11 septembre. Je viens de vous donner la date. Alors, pourquoi il frappe le monde chrétien en cette date-là pour montrer l'opposition de ce qu'il croit défendre comme monde musulman face à la puissance du monde chrétien. Donc il y a des réalités de ce monde. Si vous refusez de les connaître, vous êtes libre de ne pas les connaître. Mais ceux qui sont dans les vrais cercles, qui apprennent des choses, savent que il est même naturellement impossible que Jésus soit né au mois de décembre, parce que décembre, c'est l'hiver de ce côté-là. Et l'un des signes de la naissance de Jésus, c'est que les bergers paissaient leurs troupeaux cette nuit-là. On ne peut pas paître les troupeaux en hiver. Il y a beaucoup d'éléments qui excluent. Décembre, le 25, c'est Osiris. Je vais te poser une question. Donc, même à Jérusalem, il y a l'hiver en ce moment? Oui, bien évidemment. Il n'y a pas l'hiver, il fait froid. Bon. Mais il n'y a pas l'hiver à l'Occident. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais entendu parler des homosexuels. Moi, je suis opposé aux homosexuels. Si j'étais chef de l'État, j'appliquerais la loi. Je les arrêterais. Mais c'est des enfants de Dieu. Mais au Cameroun, on les arrête. Hein. On ne les arrête pas. Non, on a arrêté Shakiro. On devait les arrêter. Shakiro est homosexuel. Non, on n'arrête pas les homosexuels. Mais est-ce qu'on n'avait pas arrêté Shakiro? Non, Shakiro est le seul homosexuel. Non, on n'arrête pas les homosexuels. On arrête les homosexuels qui s'exhibent. Bon, c'est vrai que parce que le ministre Wamba nous avait dit que les homosexuels circulent librement au Cameroun. Voilà, on les arrête pas. On devrait les arrêter. Le seul homosexuel, c'est Shakiro, n'est-ce pas? Non, et puis là où il est sorti, non? Mais peut-être qu'il a purgé sa peine. Non, quelle peine? La loi prévoit que ce soit 10 ans d'emprisonnement ferme. Il en a fait combien? Est-ce que dit la loi? Oui, mais il doit faire 10 ans d'emprisonnement ferme. Oh, mais vous vouliez plus un peu? Moi, si j'étais chef de l'État, j'appliquerai la loi. La loi, que dit votre loi? Bon, non, je dis que si la loi estime qu'il faut faire 5 ans ou 10 ans, il fait 5 ans. Mais il peut bénéficier des grâces du chef de l'État. Non, celui-là n'a même pas fait 6 mois d'emprisonnement. Non, ce qui est sûr... Bon, Shakiro avait commencé à menacer que si on ne l'a, ou bien on ne le... Je ne sais même pas là ce qu'il faut dire. Ou bien si on ne la lâche pas, elle va commencer à donner les noms de ses partenaires. Et les gens ont tremblé. C'est peut-être ça qui est... Il a menacé. Moi, je vais vous dire quelque chose. les homosexuels, tout ce que Barack Obama a trouvé à nous apporter en Afrique, c'est l'homosexualité. Oui, mais moi, je dis que, pour ma part, que quand les Blancs commencent leur truc là-bas, laissons-les avec ce qu'ils font là-bas.
Mais restons comme nous avons toujours été. C'est vrai que le débat ne porte pas sur les homosexuels ce matin. Le pape a dit que ce sont des enfants de Dieu. Moi, je dis au pape que ce ne sont pas les... que le pape a dit. Moi, je dis au pape que ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est quand on fait de la prière parce qu'on n'est pas chrétien. Et je soupçonne que lui-même ne soit pas enfant de Dieu. Oh là là, vous êtes en train de blasphémer, monsieur. Je ne suis pas catholique. Je dis que je soupçonne. Si vous n'êtes pas catholique, il faut respecter notre pape. Non, mais il est votre pape. Je dis que je suis quelqu'un qui tient ce discours. Je soupçonne qu'il ne soit pas enfant de Dieu. Merci beaucoup. On va accueillir Arnaud Victor qui vous a observé avec beaucoup d'attention dans ce jeu, d'entrée de jeu. Arnaud Victor, l'inamovible, l'infatigable, l'incontournable, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour surtout à tous qui sont à la maison aujourd'hui, qui vont nous suivre en milliers ou en milliards, parce que je pense que avec le travail qu'on a bas, on mérite d'être suivi. Moi, même si Jésus est né le 31 janvier, moi je l'ai commémoré hier, le poulet a souffert, et il y a même encore les restes. Après l'émission, donc vous êtes justement de ce que vous devez dire, il y en a qui je sais pas. Même si il est né le 28 février, je m'en fous. Je suis chrétien, je le commémore parce que beaucoup parmi nous sont nés, ils ont changé l'âge. Et ils fêtent souvent l'anniversaire l'année où ils ont changé l'âge. C'est-à-dire, là, il est né en 2010, il change l'âge, il fait le combat. Il est maintenant né en 2015, on fait l'anniversaire, là, comme si c'était bien, il fête, il mange bien. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. J'ai très très bien fêté. J'ai d'ailleurs fait la connaissance d'un monsieur Vala, monsieur Eyanambe Dieudonné, qui m'a dédicacé justement cet ouvrage. Ah, on va faire un zoom sur cet ouvrage. Tout à fait, c'est-à-dire c'est vivement conseillé parce que j'ai réussi, malgré que j'avais ingurgité quelques biais, à passer un coup d'œil qui est préfacé naturellement par le professeur Abois. Le grand prof. Tout à fait. L'historien. Il a fait plus de 25 ans comme proviseur, ce monsieur. Et dans cet ouvrage, dans ce roman... Est-ce qu'on peut faire un zoom sur cet ouvrage? Il décrit justement toute la vie qu'on peut avoir aujourd'hui dans les lycées. Achat de places, le comportement de certains proviseurs vis-à-vis de leurs collaborateurs, comment est-ce que les sous-préfets méprisent les proviseurs, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un régal. Et si je n'avais pas fêté Noël hier, je n'allais pas rencontrer ce monsieur. Donc, vivement que beaucoup de Noël soient encore célébrés au nom de tous les chrétiens. Vous nous rappelez le nom de l'auteur? Il s'appelle monsieur Eyana B. Dieudonné. Très bien. Donc c'est mon paronyme, vous voyez, Eyana et Yada. Donc je pense que c'est un étonne valable qui mérite vraiment d'être présenté ce matin. L'ouvrage, merci. Alors, monsieur le proviseur, il dédicace à mon fils, monsieur Yada, avec ce bonheur de faire ta connaissance. L'on apprend tous les jours. Yaoundé le 25 décembre 2022. C'est signé Eyana. Eyana. Ça montre que vous nous avez dit la vérité. Le livre est intitulé Monsieur le proviseur. C'est un roman. Tout à fait. D'accord. Vous allez transmettre nos salutations à monsieur Eyana. Il nous suit certainement à l'instant. À chaque fois que quelqu'un fait montre d'une production intellectuelle, une production livresque, nous serons toujours là pour encourager. Hein. Tout à fait. C'est pas facile d'écrire un ouvrage. C'est pas facile. Et surtout, quelqu'un disait que pour cacher quelque chose en Africain, il faut mettre ça dans un livre. Puisque les Africains ne lisent pas. On n'a plus la culture du livre. Vous voyez que Mélo aujourd'hui a une large culture. Parce que je sais, comme c'est quelqu'un que je suis aussi attentivement, Mélo passe autant à lire. Merci beaucoup. Hein. Le plateau est donc complet pour ce jour spécial au Cameroun, 26 décembre, jour férié sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous produisons et nous sommes d'ailleurs très contents. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. C'est donc justement l'instant de la dénonciation de ce matin. C'est un exercice qu'aime bien Arnaud Victor Yada. Ce matin, on va dénoncer un phénomène perfecto qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui malheureusement prend des proportions dans notre pays. Le phénomène communément appelé promotion canapé. C'est-à-dire à l'époque, pour que vous ayez une place sous le soleil en ce qui concerne l'emploi et autres, beaucoup plus aussi dans les universités, même pour soutenir parfois vos mémoires et vos thèses, on vous demandait de vous coucher et de vous livrer à un exercice que vous n'aimez pas certainement trop. Pourquoi je dis à l'époque? Parce que ça concernait essentiellement certaines femmes, où pour percer dans la société,
elles étaient obligées de se livrer. Aujourd'hui, même les hommes sont concernés. Ah bon? Oui, la promotion canapé concerne même les hommes à qui on demande malheureusement de se courber pour ramasser le stylo dans les universités, un peu de partout dans notre société. On dénonce ça ce matin. Merci. Arnaud Victor Eyada dénonce donc ce matin ce qu'il appelle la promotion canapé. Je vais d'abord passer la parole à l'honorable Soman. C'est un phénomène qui sévit dans bon nombre d'administrations, dans les universités. Les femmes, je ne dirais pas pour la plupart, certaines femmes ont subi ces promotions canapé-là. Elles veulent un emploi dans une administration, le directeur général ou bien le chef lui demande d'abord de soulever la robe. Votre réaction, honorable? Permettez-moi de ne pas aller en profondeur sur ce phénomène. Parce que, moi, je n'ai pas fait mes études universitaires au Cameroun. Donc, je n'ai pas vécu ce phénomène. Ensuite, j'ai vécu plus de 20 ans hors du pays. Je suis plutôt sur des problèmes qui ont été écrits, qui ont été vécus et écrits, ce qui m'a permis de les connaître, de les étudier. Mais le phénomène canapé... Vous pensez que même en Europe, ça n'existe pas? Je ne l'ai pas connu en Europe. Je n'ai pas connu ça. Peut-être que vous avez été dans des administrations, ça n'existait pas. Non. Parce que l'expression promotion canapé n'est pas une expression bassa. Non, je veux vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait l'étude de technique bancaire. Je n'ai pas connu cela. J'ai travaillé dans une grande banque à Paris, la banque de Neuflich-Schlumberger-Mallet. D'ailleurs, la force de cette banque, c'est que les gens pouvaient commencer à zéro et ils finissent sous directeur ou directeur. Donc, s'il y avait la promotion canapé, on ne pouvait pas féliciter ces gens-là qui ont commencé à zéro et qui arrivent jusqu'à devenir directeur ou directeur adjoint. Bon, moi, je n'ai pas connu ce phénomène, ça je vous dis très sincèrement. Alors, dans un pays donc, comme le Cameroun, moi je vous informe donc que ça existe. Et quel est donc le regard que vous posez donc dans les administrations où ce phénomène fait rage? Si ce phénomène existe, vivement que nous faisions... Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que quand je vais parler, ils savent que Soman a parlé, il a dit que moi je ne connais pas ce phénomène. Vivement que ça s'arrête. Je vous dis honnêtement, non, je ne peux pas l'approuver. Qu'on demande à quelqu'un, un jeune Camerounais ou une jeune Camerounaise surtout, qui fait ses études, si elle n'a pas bien, ou bien si elle ne fait pas la position canapé, elle ne peut pas avoir son diplôme. Si elle n'accepte pas que le patron puisse coucher avec elle. Moi, je ne suis pas d'accord que cela soit un élément, un phénomène que nous puissions dénoncer au Cameroun. Je pense qu'on devrait l'éviter. Je pense qu'on devrait l'éviter. Très bien. Maintenant, ceux qui pensent que c'est la route normale, libre à eux, mais moi, je ne connais pas. Merci beaucoup. L'honorable Soma ne connaît pas ce genre de phénomène. Il a grandi dans un environnement. Si vous étiez compétent, vous pouviez gravir toutes les échelles de l'entreprise au point de devenir directeur général. Merci beaucoup, honorable. Alors, Yaya Bello, je ne sais pas si vous avez aussi grandi dans des sociétés où le phénomène n'existe pas. Dans ce cas, donc, il n'y a que Blaireau probablement qui a grandi dans ce genre de phénomène. Yaya Bello, que pensez-vous des promotions canapé? Moi, j'ai grandi, je suis né au Cameroun, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, universitaires au Cameroun. J'ai commencé et je continue ma carrière au Cameroun. Je crois que ce que Eyada fustige ce matin, à savoir la promotion canapé, c'est une réalité au Cameroun. C'est vrai que moi je peux dire que j'ai eu la chance de ne pas tomber dans ce travers, mais c'est un phénomène qu'on ne peut pas nier. Mais le drame dans notre pays, c'est que nous avons des situations, des dérives sociales, ou alors si on veut sociétales, connues de tout le monde. J'ai envie de dire même adoptées, parce qu'on ne peut rien faire.
il y a tellement de dérives. Je prends par exemple, je n'ai rien contre mes amis policiers, hein, c'est juste une idée qui m'est venue comme ça. Vous voyagez sur nos routes, Ouais. vous avez une CNI, avec un récépissé, parce qu'on sait qu'au Cameroun, avoir la CNI aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mer à boire. Vous, le citoyen, vous êtes allé vous présenter devant le service de police compétent, vous avez payé, vous avez tout fait, on vous remet un récépissé, on vous dit que ça expire dans 3 mois. Après 3 mois, votre carte nationale ne sort pas. Vous êtes en train de voyager en route, dans chaque poste de police, on vous prend 1000 francs. Vous voulez ou vous voulez pas. On doit vous prendre les 1000 francs. C'est connu, c'est sûr, et c'est comme cela. Pour le cas Les des femmes, douaniers. pour le cas des femmes, non. Moi, je veux d'abord qu'on reste comme vous êtes sur la CNI, il y a eu un cas dernièrement, hein, qui a été dénoncé au niveau des réseaux sociaux. Ça devait être un policier ou bien un gendarme. Ça devait être un gendarme. Oui. Donc, il a pris une jeune dame, apparemment, ce qui n'avait pas sur des CNI, ou bien le récépissé était périmé, quelque chose de ce genre. Et il a amené la jeune dame dans leur box là. Ouais. Et bien, la jeune dame est ressortie de ce box là, cheveux ébouriffés, habits bizarres. Et la jeune dame lui dit que le gendarme l'a malaxé à toutes les positions là-bas dans le box parce qu'elle n'avait pas une CNI en bonne et due forme. Voilà. Moi, je crois que je suis tombé sur cette vidéo. Je crois que c'était à Bangou, hein, quelque chose comme ça, dans un poste de police là-bas, à vérifier. Donc, vous voyez, en parlant même de ce genre de situation, moi, j'ai vécu une fois à Minganga. Oui. Je crois que c'était à la veille d'une fête. Voilà, c'était l'année passée, même période. On faisait les raves comme ça. On prend tout le monde. Vous avez CNI, vous n'avez pas, on vous prend tous. On met dans les brigades, les commissariats et autres. Alors, certaines filles ont sorti, parce que quand les enfants arrivent là-bas, parce que c'est les jeunes la plupart du temps, on met les filles d'un côté, les garçons d'un côté. Et puis les gendarmes, les policiers vont se retrouver avec les filles pour faire des choses. Ce sont les filles là qui pour faire quelque chose. Des dérives, comme vous le savez. Des dérives, c'est quoi? La grande mec qui est au village. Tu dis que le policier a fait des dérives avec les filles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens là où je suis. Il faut donner l'information pour que les gens puissent prendre conscience. Vous voulez dire que certains policiers véreux et certains gendarmes véreux profitent parfois de ce genre de situation parce qu'une jeune dame n'a pas une carte d'identité. Il dit la dame doit payer en nature. C'est-à-dire qu'elle couche avec la dame au poste de police ou bien au poste de gendarmerie et elle laisse passer la dame, c'est ça? C'est exact. Ce soir-là, est-ce que le délégué général à la Sûreté nationale ou bien notre ami le CED de Galax et Toga, est-ce qu'ils sont au courant de telles dérives? Normalement, parce que les gens dénoncent. Parce qu'à un moment au Cameroun, les gens sont même fatigués. Les populations sont fatiguées même de faire certaines dénonciations. Surtout dans l'arrière-pays où des situations se passent. Toutes les autorités sont au courant. Vous dénoncez, ça ne change rien. À un moment, les gens sont fatigués de revendiquer quoi que ce soit. Ce que je vous dis, moi je l'ai vécu. Oui. C'était l'année passée en décembre où on faisait des rafles. On prend des enfants, des jeunes gens, on les amène dans une brigade de gendarmerie. On met les filles d'un côté dans un autre coin, un autre local. On met les garçons de l'autre côté. Pendant que vous êtes là, à 2h, 3h, ils ferment. Ils rentrent de l'autre côté. Ça, c'est les filles qui ont témoigné. Donc, alors, moi, les gendarmes entrent du côté, là, il y a les filles. Les gendarmes qui sont des gardes sont avec les filles. Ça, ils ferment la porte. Ils ferment la porte. Je voulais prendre ça sur moi en tant qu'homme politique. Ça veut dire que les gendarmes là même aiment prendre la garde. Il y a des filles qui n'ont pas le carte national. Donc, j'ai voulu prendre ça sur moi en tant qu'homme politique pour dénoncer. Je vais m'interpeller une autorité de la place. Il m'a dit, mon frère, laisse les problèmes. Ah bon? Oui, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Il t'a pas ton problème. Ces enfants n'ont même pas d'abord 18 ans. Ils n'ont pas l'âge exigé pour avoir les cartes nationales. Encore que même quand ces enfants font les cartes nationales, ça ne sort jamais. Et c'est vous qui revenez encore prendre les 1000 francs partout. C'est vu, c'est connu et c'est sûr de tout le monde. Mais que fait-on? On ne fait rien. Revenons à la promotion canapé. À la promotion canapé. C'est connu, c'est sûr de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi notre société est arrivée à ce niveau où des pratiques aussi pernicieuses, aussi connues, officielles? Je connais une fille ici à Yaoundé. Et elle a
elle est compétente et voulait entrer dans une entreprise. On lui a dit que maman, ici la condition c'est que c'est d'abord la confiance. La compétence, ça peut venir avec le temps. Est-ce que tu es d'accord que si on te recrute ici, chaque fois que ton boss ou alors quelqu'un veut te prendre, t'utiliser, tu vas accepter? Elle m'a dit non. Elle a dit non. L'utiliser comment? L'utiliser à des fins, j'ai envie de dire quoi, émotionnelles. Vous savez manier de parler. À chaque fois qu'on peut utiliser la dame à des fins sexuelles. Exactement. Parce que émotionnel peut mettre beaucoup de choses dans émotionnel. Ici, on lui dit que, maman, si on te prend dans notre entreprise, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Le jour que le boss veut te prendre, il te prend. Tu acceptes ou tu refuses. Elle dit non, moi je ne peux pas, mieux je chôme au quartier. Elle est en train de chômer au quartier avec un master 2 en marketing. Incroyable. Voilà. Maintenant, elle est là, elle fait la coiffure. Elle dit non, jamais de la vie. Donc, cette situation, elle est connue au Cameroun. Elle est issue. La société, tout le monde est au courant. Maintenant, comment donc on fait pour riposter? Comment on fait pour inverser les valeurs? Pour moi, c'est là la question. Merci beaucoup. Yaya Bello. Ici, oui, honorable Soman. Permets-moi, il dit que c'est là sa question. Ça veut dire qu'il ne sait pas comment on doit faire. Mais il sait que ça existe. Le bon, c'est que, honorable Soman, vous n'êtes pas au courant de cette affaire. Tout ça, quand nous disons que le régime est mauvais, qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que c'est le régime qui abuse des bénéfices dans les entreprises? C'est le comportement d'un mauvais régime. Quand tu fais une carte nationale d'identité, pourquoi ça va faire des mois et des mois pour qu'elle sorte? Alors, quand tu voyages, pourquoi absolument qu'on doit... Les gendarmes qui sont en route, je vais vous dire ce que j'ai remarqué. Là où se trouvent les gendarmes, les chauffeurs peuvent facilement changer 10 000 francs. Ah, j'ai pas de monnaie. Il dit, donnez-moi de l'argent, parce qu'il sait qu'il y a un poste de... Comment ça? Les gendarmes vendent quelque chose en route? Mais ils ont des cartons où il y a de l'argent et le chauffeur peut facilement changer son argent. Donc, les gendarmes font la monnaie? Ils font de la monnaie. Alors, tout le monde le sait. Donc ça, c'est le comportement d'un mauvais régime. Quand le régime est mauvais, il faut le changer. Voilà, c'est tout. Merci bien, honorable Soman. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niémec, avec lui j'ai confiance, parce qu'il étudie beaucoup la société. Il a un sens très élevé d'observation. Pierre Blériot, nous parlons en riant, mais c'est un phénomène de plus en plus sérieux. Elles sont nombreuses, des filles, des dames, qui ont soit perdu leur poste en entreprise, parce qu'elles ont refusé d'aller, de coucher avec leur patron, ou bien leur chef hiérarchique. Elle perd son poste. D'autres, pour être recruté dans une administration, on te demande d'abord de soulever la jupe. Si tu acceptes, on te prend. Si tu n'acceptes pas, on dit que tu n'as pas été retenu. Quel commentaire? Oui, ben avant d'aller dans le fond du sujet, commençons par remarquer que quand le phénomène ne concernait que les filles, il était grave déjà. Maintenant, il concerne aussi les garçons. Ah bon? Il devient donc plus grave. Incroyable. C'est-à-dire que pendant la CAN au Cameroun, je disais à une jeune fille, mais c'est terrible que vous leviez vos cuisses aussi facilement pour de l'argent. Elle me dit, mon frère, laisse, l'argent l'a fait déjà ouvrir les choses des hommes, ce n'est pas les choses des femmes qui peuvent rester fermées. Non, c'est le signe d'abord de la médiocrité. C'est le signe de la dissolution des mœurs. Lorsqu'on est dans une société où même ceux qui sont supposés être l'élite ont suivi des cheminements tortueux, il est à craindre pour ceux qui veulent émerger. Comment on fabrique nos chefs d'entreprise au Cameroun? Quelquefois, eux-mêmes subissent ça avant de devenir chef d'entreprise. Oh là là. Donc, celui qui a subi veut faire subir. Quelquefois, c'est des médiocres, de gros médiocres, qui n'ont que leur volonté de puissance, qui se transforment en volonté de jouissance. C'est-à-dire que, pour montrer qu'ils sont forts, ils doivent jouir. Ils doivent jouir de force. Et cette pratique qui existe tant dans les administrations privées que dans les administrations publiques tend à devenir la règle. D'une part, on a des femmes qui souhaitent être utilisées pour évoluer, c'est-à-dire elles savent qu'elles sont incompétentes. Depuis le lycée,
Hein, depuis même l'école primaire, il y a des élèves de l'école primaire qui entretiennent des relations sexuelles avec les maîtres à l'école primaire. Puisqu'il y a plein de grossesses, des maîtres sur les élèves à l'école primaire. À l'école primaire. Vous arrivez au lycée, au collège, les surveillants généraux, les enseignants, les censeurs, les préfets d'études, les chefs d'établissement, ainsi de suite, abusent de certains élèves, mais certains élèves également se donnent. Parce que nous, dans les lycées, par exemple, lorsqu'on venait de mettre sur pied le système informatique, il y avait le prof d'informatique qui devait saisir les notes. Le prof d'informatique, c'était à l'époque quelqu'un qui n'était pas sorti de l'école normale supérieure. C'était un garçon qu'on avait pris comme ça. Il devenait l'homme le plus dangereux du lycée. Parce que lui, pour modifier, tu peux échouer et tu réussis grâce à lui. Ainsi de suite. Alors, les filles aimaient beaucoup ces professeurs-là. Les paresseux, les médiocres vont verser, voilà. Mais il y a également des gens qui n'ont pas su, qui ne savent pas gérer leur libido. Ils peuvent même être compétents, ça il faut le dire. Mais ils ne savent pas gérer leur libido, ils sont donc chefs. Et à partir de leur position de chef, ils se croient obligés d'abuser de leurs collaborateurs. Quelquefois nous parlons comme ça, on dit que toi-même qui parles là, est-ce que tu es exempt de ça? J'ai eu une situation en entreprise où j'étais chef du personnel et j'avais 3 femmes dans mon bureau. Un bureau pas très grand, mais 3 femmes. Et vous savez ce que les collègues me disaient constamment quand ils passaient devant mon bureau? Oh, mec, tu es gâté. Oh, mec, tu es gâté. Tu es gâté comment? J'ai dit, mais gâté comment? Mec, tu es gâté. Ça veut dire que ce sont mes femmes, ce sont des choses. Tu dois t'en servir. Bon, je vais vous dire, avoir une certaine discipline dans votre vie sexuelle est très important. Je conseille souvent aux gens de ne pas avoir de rapport avec leurs collaboratrices, les hommes. Il y a tellement de femmes autour de vous, tellement de femmes dehors, qu'avoir des relations avec la collaboratrice, tant que vous pensez que cela vous fait du bien, mais cela vous fait beaucoup de mal. Que vous abusiez d'elle ou qu'elle soit consentante, cela ne vous fait pas du bien. Parce que le patron, moi c'est l'idée que j'ai d'un chef, doit avoir quelque chose de mystérieux qui entretient son charisme. Moi je le dis comme ça, je préfère avoir une collaboratrice qui me cherche des petites ailleurs. Ah, c'est ton astuce. Moi je dis, non, c'est vrai. Dans l'entreprise... Bon, moi aussi j'ai eu un patron, un chef, qui nous disait qu'il fallait consommer les produits locaux. Bon, je crois que les chefs qui consomment les produits locaux courent deux risques. Déjà, ils s'assurent que ces produits, parce qu'ils pensent que c'est la fidélité, c'est la loyauté. Mais c'est la loyauté des médiocres. Non, si vous allez avec une femme, avant même d'aller avec une femme aujourd'hui au Cameroun, si vous interpellez une femme, vous lui devez déjà de l'argent. Vous lui devez déjà une promotion. Nous parlons de promotion canapé. Vous observerez donc dans ce type d'entreprise que c'est les femmes très souvent qui occupent les positions importantes. Et ce ne sont pas les plus compétentes de ces femmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas un patron qui recherche la compétence dans sa structure. Parce que si vous recherchez la compétence, je ne dis pas dans les relations humaines que les transferts ontologiques puissent se produire entre deux collègues. Ça peut arriver qu'entre collègues, chef ou subalterne, il y a des sentiments. Je dis ça peut arriver. Mais ces sentiments doivent être réels et partagés. On ne peut pas conditionner, nous parlons là de la promotion qu'on a fait, le fait de passer d'un poste moins élevé pour un poste plus élevé par le fait à la situation d'avoir un rapport sexuel avec son chef. Quand c'est fait ainsi, c'est une sorte de vassalisation de la part du promoteur ou du chef, mais c'est une sorte aussi d'autoflagellation lorsque c'est la personne elle-même qui se donne. C'est des pratiques qu'il faut combattre. Mais le poisson pourrit par la tête, comme on dit vulgairement. Lorsque le chef de l'entreprise, ou le directeur général, ou le sais pas qui, le PDG, instaure ce système au sommet, les collaborateurs pensent que c'est un système normal dans lequel on peut fonctionner. Et beaucoup se trompent. Ils disent que ça, c'est une source d'information. Mais sachez que, je vais aller au fond, puisque vous avez dit que je connais un peu la société. Quand vous décidez d'aller avec une collaboratrice, je parle là d'une relation normale, pas de l'homosexualité, soyez même sûr de pouvoir la satisfaire sexuellement. Parce que si vous êtes un bricoleur en même temps, voilà le mépris qui s'installe.
Attendez un peu. Vous êtes le chef. Est-ce que vous avez une obligation de résultat? Ah oui, mais maintenant qu'elle devient femme pour vous, si vous êtes un bricoleur, un coq qui dérange le corps des gens, sachez donc que Toute l'entreprise sera sera au courant que le chef n'est qu'un coq, il discute les choses, il ne fout même rien, comme vous le voyez là, et vous serez surpris que pendant les réunions, les gens vous regardent, ils se disent que Le chant devient Jojo. il est là déjà. Sans vous couper, je veux prendre un exemple. Parce que j'ai travaillé dans une entreprise à l'époque où j'étais chef d'agence. Ouais. Je partage le point de vue de M. Niemek. Je disais à mes collaborateurs que, parce que dans mon entreprise, il y avait plus de filles, en fait, dans mon agence. Je peux vous dire qu'il y avait 67%, c'était des filles, des jeunes filles. Je disais toujours à mes subalternes, puisque j'étais le chef d'agence, que vraiment, il faut laisser ces filles. Parce que je suis sûr que si un d'entre vous prend une fille ici, tout le monde sera au courant ici. Je vous dis. Restez, gardez votre dignité, votre discrétion. Ben, un jour, j'arrive à la réunion de la semaine, la réunion hebdomadaire. Réunion de coordination. Oui, je trouve deux filles en train de discuter dehors. Alors, j'arrive, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est une qui voulait arracher le gars de l'autre, qui est mon collaborateur. Voilà. Je rappelle le collaborateur, je dis que, mais tu as vu, aujourd'hui, toute l'agence est au courant que tu sortais avec elle, et l'autre aussi voulait, tu vois, je vous avais dit. Donc, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas cacher en entreprise. Surtout quand vous êtes le leader, le responsable, le manager. Alors, si vous prenez une fille, sachez que toute la maison est au courant, et toutes vos performances seront connus, seront suivis de tout le monde. Voilà. Je vais donc chuter. Voilà. Je vais chuter en disant que beaucoup d'hommes aussi n'ayant pas suffisamment de charisme. Une fois qu'ils vont avec une femme, la femme commence à leur dicter une conduite. Et vous voyez que les performances de l'entreprise vont chuter, vont en subir. Parce que la femme va dire que moi je dois gérer la caisse. Alors que c'est une kleptomane. Et elle sait que tu ne vas rien lui faire. Tu ne peux rien lui faire, elle va prendre l'argent de l'entreprise. Non, elle va devenir un problème pour les autres femmes. Je vais aussi vous dire, pas dire quelque chose, vous poser une autre préoccupation. C'est vrai que pour l'instant, vous n'êtes que dans le cas où ce sont les hommes, les chefs en entreprise qui harcèlent les femmes, qui font subir ces promotions canapé à certaines femmes. Mais il y a également le cas où ce sont aussi les femmes dans une entreprise qui mettent la pression sur les chefs hiérarchiques pour pouvoir coucher avec elles. Non, du point de vue sociologique, un collaborateur, un subalterne ne peut pas mettre la pression à un chef. Non. La pression. Vous connaissez certaines femmes dans les entreprises, Blériot? Non, je dis, ou bien vous n'êtes pas le chef. Si vous êtes le chef, elle passe d'abord le temps lorsque vous arrivez. Si elle sait déjà que le patron arrive au travail à 9h, elle s'habille d'abord bizarrement, elle commence à tourner là, à l'entrée de l'entreprise, pour que quand le patron va passer, qu'elle puisse être visible. Ce n'est plus ça. Vous voulez dire qu'elle séduise les patrons. Oui. Mais pas mettre la pression. C'est une forme de pression. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis le chef, dès que j'arrive, je vous intime l'ordre d'aller vous habiller. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et la manière de vous parler, vous ne pouvez pas. C'est le chef qui prête le flanc à ce genre, si vous êtes chef. Mais moi, je voulais plutôt dire qu'il arrive des situations où vous avez un chef femme. C'est-à-dire c'est la femme. Et qui, elle, donc, vous met la pression, vous harcèle. C'est-à-dire que elle a un mari qui ne fout rien à la maison, et elle pense que comme parfait costaud, c'est lui qui doit venir achever le travail que son mari a gâté à la maison. Bon. Elle peut ne pas être de votre goût. Là, malheureusement, je vais choquer les consciences, mais je vais toujours dire la vérité. J'aime pas ces hommes farfelus qui disent qu'une femme harcèle. Moi, je crois que nous sommes là pour rendre service aux femmes. Ah bon? Bon, si vous vous rassurez qu'elle n'a pas les maladies, bon. Et comment vous allez vous rassurer qu'elle n'a pas les maladies? Protéger. Moi, je pense. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter? Non. Si elle ne vous plaît pas? Vous pouvez rendre service à une femme. Parce que, moi, je ne veux pas que les femmes souffrent. Si une femme a un besoin de cette nature et que vous êtes... Non, je ne pas d'accord. Non, je m'oblige à dire quelque chose. Allez-y. Voilà. Ce qu'il a dit là, je partage un certain nombre de choses. Mais je veux dire quelque chose. Tout ça,
c'est la tête de l'entreprise. Quand la tête est mauvaise, le reste sera mauvais. Je vais vous donner l'exemple de la banque où j'ai travaillé. À un moment donné, les femmes n'avaient pas le droit de se mettre en pantalon. Jupe longue. C'était obligatoire. Et nous avions plus de 80% de femmes à l'entreprise. Dans cette banque. Les femmes n'avaient pas le droit de se mettre en pantalon. Pourquoi? C'était interdit. Le pantalon n'aime pas les femmes? C'était interdit. Non, le pantalon est un objet de séduction. De séduction. Moi, je pensais plutôt que le pantalon protégeait la femme. La jupe longue. Le pantalon était Donc, quand une femme met le pantalon, ça peut déranger les hommes. Oui, bon, on peut être attiré. Donc, on interdisait. La deuxième chose, les hommes. Oui. À l'époque, c'était les cheveux. Les hommes faisaient les cheveux. Curly. On vous dit, allez vous coiffer. On vous donne 10 francs français, allez vous coiffer. Parce qu'on ne vient pas ici avec les curly. Non. Pour séduire les femmes. Pour séduire, il faut être bien coiffé. Les hommes comme moi, à l'époque... On comprend pourquoi vous aimez le Congo-Liban. C'est vrai. À l'époque, quand tu viens sans costume, cravate, M. Soman, allez vous habiller. Ouais. On estime que tu n'es pas habillé. Ouais. Et tu dois aller t'habiller. Voilà comment on fonctionnait. Il y avait des règles. Des règles. Donc, quand il y a les règles et le chef fait appliquer ces règles, les choses marchent normalement. Très bien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Arnaud Victor Eyada. Nous parlons donc ce matin, en guise de dénonciation, des promotions canapés dans des entreprises, qu'elles soient privées ou alors publiques. Qui subit le plus? Ce sont les femmes ou bien ce sont les chefs? Qui dérange le plus? À l'époque, justement, c'était les femmes qui subissaient parce que, même à l'école, on avait souvent l'habitude de nous dire, quand on avait une camarade très belle, que ma chérie fait tout pour être trop intelligente, si tu es belle, pour que cette intelligence-là soit ce qui va toujours te propulser vers au sommet. Mais si tu es belle comme tu es là et que tu n'es pas assez intelligente, ou alors tu fais la paresse, ça sera grave. Et on voit ça aujourd'hui un peu partout. Pour peu que vous avez une femme qui est brune, qui est arquée, qui est velue, qui est noire, qui est belle, qui est arquée, qui est velue, qui a un gros derrière, qui a les seins. Ça, c'est ton goût. Vous voyez comment... C'est ton goût. Apparemment, c'est ton goût. Le mot est ça. Vous allez voir, entre vous maintenant, si vous êtes en entreprise, l'agitation des collègues, c'est-à-dire tout le monde commence à s'agiter quand il y a un nouveau visage. Et tout de suite, si ce n'est pas une fille qui a une certaine maîtrise, elle va automatiquement subir les pressions, non seulement de ses collègues, mais aussi de la hiérarchie. Si par malheur, le chef convoite également la même fille. Et tout de suite, elle aura une certaine pression psychologique, quitte à ce que, si bien même, elle est attirée par un collègue, mais étant donné que c'est le subalterne du chef, elle préfère, malgré elle parfois, pour maintenir peut-être son emploi, aller livrer au grand boss. Il y a donc beaucoup de promoteurs d'entreprises, beaucoup plus dans le privé, qui malheureusement brillent par cette manière-là. C'est-à-dire, ils ont l'impression que si ils ont couché avec toutes leurs collaboratrices, ça leur donne un certain poids. Et on observe ça dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Pour le cas des universités, c'est un phénomène qui est aussi vieux que le monde. On a souvent vu, on a souvent subi. Il y a même parfois des enseignants qui sont cités, qui sont réputés, qui sont reconnus comme étant comme ça. C'est-à-dire, ça ne se cache plus. Même entre les collègues, on sait déjà que tel a un vice, il a un appétit démesuré en ce qui concerne les dessous de culotte des femmes. Je pense que c'est un phénomène à décrier. Mais il ne faut pas aussi oublier justement le fait que beaucoup de filles se sont déjà mises dans la tête et dans l'esprit que leur sexe est un objet de commerce. C'est un outil qui va leur permettre d'ouvrir justement toutes les portes. Et elle ne s'en cache pas. Elle utilise justement cet objet de commerce. Elle fait tout pour s'entretenir. Elle fait tout pour être en bonne santé. Pour livrer à tous les coups. Parce qu'elle sait que partout où elle passe, dès qu'elle a ouvert la boutique, les gens seront attirés et elle obtient automatiquement ce qu'elle veut. Mais malheureusement, ce genre de femmes ne mettent pas long sur terre, malheureusement. C'est des femmes qui lui aiment généralement parce que
Le rapport sexuel. Le rapport sexuel est mystique. Tu veux faire peur aux femmes. Dites. Le rapport sexuel est mystique. On va pas avec tout le monde au lit. C'est un échange d'énergie en fait. Lorsque vous pratiquez un rapport sexuel avec votre compagnon ou votre compagne, c'est un brassage d'énergie. Et si vous vous mettez à accepter que tout le monde vient déposer sur vous une certaine énergie, il y aura du bon et il y aura du mauvais. Alors cet amas de dépôt là, même si vous avez utilisé le préservatif, cet échange au niveau de la transpiration là, laisse des dégâts qui sont généralement énormes. Et je vous assure, même les filles, allez en ville, moi j'ai souvent fait une enquête. Quand vous faites une descente, généralement c'est au printemps que j'en ai à l'époque. Ouais. Avant que les endroits comme le rond-point Loncat ne deviennent malheureusement réputés aujourd'hui. Vous causez avec certaines filles, vous revenez quelque temps après, on vous dit que celle qui était là est morte la semaine passée. Vous revenez après 2 mois, vous dites l'autre qui était là-bas est morte la semaine passée. C'est-à-dire c'est un métier qui est bien, qui donne de l'argent. Mais les dégâts sont énormes sur le plan de la spiritualité. Et chaque fois que quelqu'un est avec une femme au lit, il sait ce qu'il peut apprendre là-bas. Donc ça peut être pour le simple plaisir, justement, de satisfaire sa libido. Mais beaucoup, c'est généralement aussi pour se recharger. Alors, dans cet échange d'énergie, ça dépend maintenant de l'énergie ou alors de la force de tout un chacun. Mais généralement, les femmes sont... Un chef va te dire que lui, il allait avec une fille de l'entreprise, l'histoire des énergies et tout ça, lui n'est pas là dedans. Non, les chefs, même justement, se rechargent à partir de cette fille. Tu dis pour les chefs, mais c'est plus compliqué. C'est même compliqué parce qu'ils se rechargent, ils prennent justement dans cette énergie-là. Ça peut être pour rester éternellement chef. Et ça peut être pour rester éternellement chef. Certains chefs également, avec qui j'ai discuté, te feront également comprendre que, bon, tu sais parfait, il te dit comme s'il te donnait un conseil. Hein. Et dès quand tu es chef dans une entreprise, il faut aller avec des collaboratrices. Oui, c'est pour ça que tu auras du respect. Du renseignement en entreprise. Non, ça c'est très mauvais parce que si toutes vos collaboratrices connaissent la dimension de vos testicules, c'est dangereux. C'est-à-dire quand vous entrez comme ça, c'est qu'il y a un qui est plus long que l'autre. Mais c'est dangereux. Vous êtes un chef qui, c'est-à-dire, vous êtes justement le chef d'apparence. Moi, je pense que les chefs doivent avoir beaucoup de restrictions pour que le respect véritablement reste. Merci beaucoup, Arnaud Victor. On va prendre les nombreux messages jusque-là parvenus. Hein. Alors, bonjour Perfecto, bonjour à ton riche panel. Pour la promotion canapé dans notre pays, cette dénonciation du jour est ce type de sujet qui met mal à l'aise un grand nombre de personnes. Est-ce qualité dans les instances professionnelles les plus prestigieuses de ce pays? Et il n'y a qu'à voir le mal-être de quelques invités sur le plateau. Non, sur mon plateau, il n'y a personne qui est mal à l'aise. Hein? Ce fléau qui tend à se rapprocher d'une règle non écrite est la cause de la fuite de la méritocratie et de la complaisance, source de toutes les dérives, enracinement, zéro performance, etc. Ce fléau des promotions canapé au sens élargi est ce qui plombe le réveil des peuples, à l'image du réveil asiatique qui est censé célébrer et médiatisé par les Africains, mais jamais imité. C'est Blaise Sida, à partir de Yaoundé, qui nous envoie son message. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, monsieur. Ici, ce phénomène est récurrent en Afrique, à l'école, l'entreprise, partout. Les femmes aiment aller au Kosovo, pour reprendre ton terme, monsieur Haïssi. C'est CDC Obama depuis la Guinée équatoriale. Merci. Autre message. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Ah, sacré Blériot. Ces analyses éveillent, comme celle qu'il vient de faire sur la fête de Noël. Merci. J'aimerais bien discuter en off avec lui sur des questions d'ordre général. On ne parlera pas de la FECAFOOT, puisque lui et moi, on risque de finir au coup de poing. Son niveau de culture est plus qu'élevé. C'est Jonathan Adouala qui envoie le message. Jonathan, appelle-moi après l'émission, je verrai comment te passer le numéro de Blériot. Jonathan continue en disant, j'aimerais aussi demander au patriarche sur le plateau s'il a vu Hervé Com à la direction d'une banque à Paris.
Je sais que ta question est tendancieuse. Laissez l'honorable sûrement tranquille. Honorable, vous n'allez pas répondre. Ce sont des questions tendancieuses. On va lire d'autres messages. Hein. Bonjour Perfecto, j'ai voulu vous souhaiter un joyeux Noël, mais Monsieur Niemek dit que Jésus est né en septembre, en espérant qu'il existe vraiment. Landry et Chémon. Landry, toi souhaite-moi joyeux Noël. Les histoires de Blériot là. Autre message ce matin. Bonjour et joyeux Noël à tous les téléspectateurs d'Éminé. Institutionnalisation. Oh là là. Il envoie un message et moi je suis en train de lire, lui il l'efface encore. Je vois quoi, monsieur? C'est Roger Abonamou Sadiadouala. Roger, j'ai ton nom parce que tu envoies souvent les messages. Non, mon téléphone enregistre tout. Donc, il sait que c'est Roger Abonamou Sadiadouala qui a donc subitement effacé son message que j'étais en train de lire. Bon, je prends un autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, ne faites jamais vos émissions sans monsieur Blériot Niemek. C'est un type très fort à travers ses arguments. C'est Justin Abatouri qui envoie le message. Oh, Justin, toi, tu penses d'abord que je l'ai amené, c'est pourquoi? D'accord. Alors, on prend d'autres messages là. Oh là là. Et yada. Ton téléphone là, il me dérange déjà. Hein? Alors, nous allons prendre une transition et on reviendra tout à l'heure pour la suite de la lecture des messages et naturellement pour la suite de votre programme. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël! Easy TV, c'est Tchalé. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël! Easy TV, c'est Tchalé. Info TV vous offre des fêtes de fin d'année de toute beauté. Annonceurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise et mécènes, ceci vous concerne. Jusqu'au 31 janvier 2023, profitez de 40% de réduction pour toutes vos communications faites sur notre canal. Retrouvez-nous à Yaoundé derrière la brigade de gendarmerie des Foulan. Contact 6 99 66 57 58 ou le 670 44 46 43 ou le 693 45 12 80. Communiquer sur Info TV, c'est exister. Joyeuses fêtes à tous! Bon retour sur votre plateau Espace Mini. On continue donc avec la lecture des messages. Bonjour les grands, que du bonheur de vous entendre tous les matins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est Ambassa de Damas qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour, on a lu
ce message. Hein? Bonjour Perfecto, juste pour dire à Monsieur Niemek que nous avons jamais dit que le Christ est né le 25 décembre, mais nous avons choisi cette date par convenance pour célébrer la naissance du Christ. Pour faire simple, votre enfant peut être né le 5 février, mais vous décidez de célébrer son anniversaire le 11 février. C'est légitime. L'important n'est pas la date, mais la solennité de la fête et ce que nous mettons dans la célébration de la naissance du Christ. C'est Ernest de Ngaoundéré et qui envoie le message. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Aïssi, bonne fête. Comment faire pour assister à votre émission en live? Votre émission est déjà la meilleure aujourd'hui. Bravo, c'est Dominique du 237. Oh Dominique, ici ce n'est pas un site touristique. Vous voulez assister en live, comment? Regardez seulement à la télé, c'est bon. Ce n'est pas la plage des Kribi où vous allez visiter. Merci quand même Dominique. Autre message ce matin. Bonjour Lonkuta de modérateur. Yo panel à Minganga, les gendarmes sont exemplaires, que ce soit dans leur tenue, que dans leur moralité. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que le grand banditisme, le vol de moto, enlèvement avec demande de rançon, etc. sont en perte de vitesse dans la ville. Il y a tellement de travail que ces gars n'ont pas le temps pour ce genre de choses. Bonne journée, c'est Joey de Kondo Titi qui envoie le message. Joey, toi tu es Kondo Titi et tu connais les choses de Menganga? Vraiment, tu es fort, hein, Joey. Autre message. Bonjour Perfecto, Lunkuta de modérateur. À quel niveau se trouve la négociation entre Blériot et quoi? Et toi par rapport à sa présence sur le plateau jeudi et vendredi également? Parce que parce que vous nous avez dit que vous étiez en négociation. Mon ami, on attend que l'année recommence pour voir si c'est possible de réexaminer les clauses du contrat. Je lis cet autre message. Bonjour Monsieur Aïssi et grand bonjour à tous vos panélistes. Monsieur Eyada explique bien ce phénomène de promotion canapé. Même d'aucuns ne sont pas d'accord avec ces prises de position, mais je pense qu'il existe de façon terre à terre comme au quartier. Mais je voudrais ajouter que concernant le rechargement d'énergie, il ne s'agit pas seulement des filles. Même les jeunes garçons passent déjà sous le collimateur. Joyeux Noël. Espoir de Fouman. C'est du côté de Djoum qui nous envoie le message. Merci de nous écouter du côté de Djoum. Il y a un grand centre d'instruction du côté de Djoum. Un centre où on forme les militaires. C'est un centre véritablement mythique, le centre d'instruction de Djoum. Bonjour le sac de modérateur. As-tu vraiment le salaire que tu avais de l'autre côté à Info TV? Bon, je lis la suite. Non, je ne pense pas, mais je te vois tout rayonnant, épanoui, et surtout dans la libre expression. Bonne fête de fin d'année à toi et à ton panel, et surtout aux consultants de tous les temps. C'est à Eyadius, l'homme aux dénonciations, ma feu. Bon, je sais pas, par rapport au salaire, je sais pas ce que vous voulez insinuer, je sais pas. Soyez un peu plus clair, Concernant la dénonciation, il faut dire que c'est récurrent presque dans tous les secteurs d'activité. Il faut juste garder ta lucidité et ta dignité. Mais perfecto. Juste chez le voisin, on a vu le mariage et aussi un oiseau qui vient de célébrer parfois. Ça passe aussi, c'est une Jana noire depuis. Je ne sais pas de quel voisin vous parlez. Et je ne sais pas celui que vous appelez oiseau. Est-ce que les oiseaux célèbrent quelque chose? Qui est oiseau? Il y a Verna qui nous écrit perfecto, bonjour, joyeux Noël à tous, surtout à Blériot. C'est la provocation. Blériot, c'est la provocation. Non, pourquoi? Si les gens veulent rester dans l'erreur, restez sans déjeuner. Après Verna, elle vous souhaite joyeux Noël. D'accord.
Bonjour et bonne reprise à tout le panel. Dommage que le férié ne vous concerne pas. Bon courage, je suis ahuri d'entendre le plus âgé du panel dire qu'à son époque, les femmes ne s'habillaient pas en pantalon au lieu du service. Il a parlé, hein, là il travaille dans une banque en France. Et il continue en disant, Enyemec de déclarer... de déclarer Pince sans rire que c'est la tête qui décide. Tous deux ne savent pas qu'une femme est séduisante, tant en kabangondo, en pantalon, en jupe, en haillon ou en string. Ce n'est pas le vêtement, mais le corps qui parle chez la femme. D'ailleurs, n'ont-ils jamais constaté que la femme a un corps aussi harmonieux et aux formes d'un bateau? Impossible de résister quand une femme vous veut, à moins que vous ayez une panne constante. C'est Jacques Ndongo, depuis Douala. Ok, Jacques. Autre message, bonjour et joyeux Noël à tout le panel. La dénonciation de ce matin est une réalité. La promotion canapé est une autre façon d'émerger, mais ce sont les filles qui veulent avoir la gloire à tout prix, à tous les prix. Arnaud, s'il te plaît, dénonce ces bailleurs qui nous prennent 1 an de loyer. C'est Patrick Jouvette, fils de Lolodorf. Merci, hein. Autre préoccupation ce matin. Alors, il y a notre ami du 241, c'est le Gabon, qui nous avait envoyé un message. Là, Blériot, si je continue à te regarder, j'irai pas au boulot. Merci et à demain. C'est Eddie de Libreville. Ok, Eddie, va au boulot. Mais tu peux te rattraper le soir, hein, Eddie. À partir de 22h30, c'est la rediffusion. Autre message, joyeux Noël à vous perfecto et à votre riche panel. Un appel de détresse, prière, informer monsieur le maire de Yaoundé 6 que les toilettes de sa mairie sont dans un état exécrable. Peut-il les rendre confortables pour le bien des usagers? C'est hygiène et salubrité oblige. Merci. C'est Bela Owona qui envoie le message. Ah, Bela Owona. Pourtant, le maire, Yuki Onana, se bat comme il peut, hein. Si je m'en tiens à ce que mon ami et frère Yves Atangana me dit au quotidien. Bonjour perfecto, cette affaire de promotion canapé est tellement visible dans les lycées des grandes villes où la plupart des proviseurs sont des femmes. C'est Thierry Fouet des Kounou. Bon, Thierry, est-ce qu'on va aussi dire que parce que la majorité des proviseurs des grandes villes sont des femmes, qu'on va dire que elles sont passées par des promotions canapé, je n'en sais rien. Moi, j'ai connu une dame qui était proviseure au lycée Leclerc. Elle est maintenant en retraite, Madame Tonga. Non, Madame Tonga était une femme compétente. Hein. Rien à voir avec vos histoires de promotion canapé là. Je prends seulement son exemple. Je connais une autre, Madame le proviseur du lycée de Biémassi, Madame Nka. C'est une femme compétente, une femme brillante. Elle a montré ses preuves ailleurs. Ne pensez pas aussi hein, que toutes les femmes qui occupent des grands postes de responsabilité sont forcément passées par des promotions canapé. Nous sommes d'accord qu'il y en a qui ont livré leur corps pour avoir certains postes, mais toutes ne le font pas. Voilà. Lorsque nous avons dit cela, nous allons donc prendre le thème de ce jour et je vais d'abord passer la parole à Arnaud Victor Eyada. Arnaud Victor, on va faire lui d'abord comme à l'école primaire. Hein. On va définir les mots durs. Et pour le cas d'espèce, notre thème est comment savoir que quelqu'un a réussi dans sa vie. Définissez-nous d'abord la réussite. Je pense que c'est le mot que nous allons définir surtout au niveau de ce libellé, de cet intitulé. Qu'entend-on par réussite? La réussite est un mot qui peut avoir plusieurs définitions, mais je vais donner une définition par des synonymes. La réussite, c'est, selon moi, le succès, c'est-à-dire l'atteinte aux objectifs qu'on s'est fixés. Ou alors, si vous êtes fixé un but en amont et vous avez atteint ce but, on peut donc estimer que vous avez réussi. D'après moi, c'est ce qu'on l'atteinte de ces objectifs. L'atteinte des objectifs, normalement, les objectifs qu'on s'est fixés. Les objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, nous allons vraiment, nous entrons dans le vif du sujet, hein, pour parler comme les autres. Comment donc savoir que quelqu'un a réussi dans sa vie? Bon, je pense pas qu'il y ait un indicateur de réussite quelque part qui puisse montrer à suffisance que celui qui passe de l'autre côté de la route a réussi. Et j'ai bien fait
de parler de l'atteinte aux objectifs. Je pense que la réussite de tout un chacun est tributaire des objectifs qui s'est fixés en amont. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas construire, malgré beaucoup d'argent qu'ils ont eu. Quand je parle de construire, je parle des grandes maisons, mais qui ont décidé de bien éduquer leurs enfants, de payer les études à leurs enfants et de se rassurer que chaque enfant apprend un certain niveau d'études, a un emploi stable et fixe. Quand vous abordez ce genre de personnes, ils vous disent, chaque fois que je vois mes enfants épanouis, j'ai l'impression que j'ai réussi dans ma vie. Beaucoup partent plus loin en disant que la réussite est complète selon eux. Pour ceux qui fixent justement cette réussite sur les enfants, lorsqu'il a vu ses filles aller en mariage, lorsqu'il a réussi à assister à la dot de ses garçons, quand il voit ses enfants dans cette logique, il se dit « Waouh, j'ai réussi dans ma vie ». Beaucoup également peuvent estimer que réussir, c'est de finir ses études, trouver un emploi, construire une maison, avoir un véhicule, réussir à doter sa femme et se marier. Quand quelqu'un a fixé comme objectif tout ce que je viens de citer là et qu'il a atteint, il estime également qu'il a réussi. Donc je pense que la réussite est tributaire de tous les objectifs que tout un chacun se fixe dans sa vie. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui avec beaucoup d'argent qui envient ceux qui ont moins d'argent parce que malgré cet argent qui est, qui est bien, parce qu'il faut dire que c'est bien d'avoir de l'argent, ils n'ont pas pu atteindre certains objectifs. Et il y a un paramètre, je sors par là, qui est déterminant de la réussite. C'est la santé. Si vous êtes en santé, vous avez une grande probabilité de réussir. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est dangereux. Merci beaucoup Arnaud. Je vais donc passer la parole au patriarche, au doyen, lui qui a naturellement une bonne dose d'expérience. Je présume qu'il est très bien placé pour nous en parler. Alors, honorable Osoman, au soir de la vie d'un individu, comment savoir qu'il a réussi? C'est-à-dire lui-même en tant qu'individu, est-ce qu'il peut se dire que au cours de mon parcours existentiel, j'ai réussi? Ou alors, est-ce que la société est à même de pouvoir dire que lorsque nous voyons ce monsieur qui a déjà 60 ans, 70 ans, 80 ans, il a réussi dans sa vie? Je pense pour ma part que la réussite est relative. On ne peut pas la décrire, on peut pas, parce que soi-même, on pense qu'on a réussi, alors qu'on n'a pas réussi. Bon, comme disait mon collègue, on peut, en faisant des études, se dire que il faut que si j'atteins ces niveaux, c'est que j'ai réussi. Je vais vous donner mon cas. Allez-y. Je n'aime pas souvent parler de moi, mais en venant au Cameroun, j'ai répondu à une annonce parue dans le journal Le Monde qui avait demandé un cadre de banque dans une grande banque au Cameroun, directeur adjoint de crédit. Bon, j'ai envoyé aussi mon CV et la SCB de l'époque, qui s'appelait SCB, m'a écrit, m'a téléphoné, que le DG, on appelait à l'époque l'administrateur général, l'administrateur directeur général va venir en France, il faudra le rencontrer. Je l'ai rencontré, j'ai mangé avec lui à nouveau à Parc Élysée, j'ai fait un test d'embauche. Nous nous sommes entendus que je vienne au Cameroun, mais j'ai jamais trouvé il n'a jamais pu me recevoir au Cameroun. Ah bon? Alors, est-ce que j'ai réussi? Mais ça m'a permis au moins de rentrer au Cameroun, parce que j'avais 20 ans d'absence au Cameroun et je voulais rentrer chez moi. Bon, il y a deux personnes négative, celle-là, positive, le président Biya. J'ai été à l'ambassade du Cameroun à l'époque, où il nous disait que dorénavant, pour faire de la politique, il ne sera plus question ni de s'expatrier, ni d'entrer au maquis. Ah, j'ai dit, donc on peut rentrer au Cameroun, faire de la politique. Ça m'a permis de rentrer, et j'ai fait de la politique. Mais est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Moi, je voulais justement vous poser cette question. C'est-à-dire que quand on atteint votre âge, on peut faire le bilan de sa vie. Bon, est-ce que vous avez réussi dans votre vie? Si j'ai fait le bilan de ma vie, sur le plan matériel, oui, je n'ai pas réussi. Vous n'avez pas beaucoup d'argent? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Oui, et pourtant, vous avez travaillé dans des grandes banques en Europe. Pourtant, vous avez été député de la nation. Oui. Vous avez dilapidé votre avoir. Je veux vous dire, j'ai été
cadre de banque en France. Oui, et vous étiez très bien payé. Et je suis rentré au Cameroun, je n'étais même pas encore retraitable. Si j'étais resté en France... Ah, vous n'avez pas bénéficié d'une pension retraite en France? Non. Mais actuellement, j'en bénéficie quand même qui n'est pas ce que j'aurais pu avoir si j'étais resté en France. Néanmoins, j'ai une pension que beaucoup de directeurs... Et ici au Cameroun, vous êtes entré dans une autre entreprise? Je n'ai pas travaillé au Cameroun. Mais par la suite, vous êtes devenu député? Député. Je n'ai pas travaillé au Cameroun. Ma femme n'a pas travaillé au Cameroun parce qu'elle m'a soutenu dans mes idées. Et pourquoi vous n'avez pas voulu travailler au Cameroun? Est-ce que j'ai trouvé? Je n'ai pas trouvé le travail. Je n'ai pas trouvé. Un grand cadre de banque venu de France? Mais je vous dis que je venais pour être directeur adjoint de crédit. Et le directeur ne vous a plus jamais reçu? Messi ne m'a jamais... Ah, Messi. Mais c'est lui qui avait fui. Il a fait couler le Avant de fuir, je l'ai rencontré en Vette. Il y avait une boîte de nuit en Vette. Oui, l'Envette Nightclub. Voilà, à l'hôtel député. Je l'ai rencontré. C'est la seule fois où j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai dit, mon frère, on s'est vu à Paris. Vous m'avez demandé de venir. On a mangé ensemble. Vous m'avez dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites marcher? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il m'a regardé longuement. Il m'a dit, est-ce que j'avais les coudées franches? Donc, je pense pour ma part. Bon, on continue sur le plan matériel. Vous dites que... Sur le plan matériel, je n'ai pas réussi. Oui. Mais sur le plan intellectuel, je suis content de moi. Je sais également que vos enfants sont contents de vous. Hein, oui, parce que je connais un d'entre eux qui est un très grand cadre dans une grande entreprise camerounaise. Ils sont contents de moi. Mais quand je cause avec eux, je leur demande de ne pas suivre mon exemple. Parce que dans un pays néocolonial comme le nôtre, si vous suivez mon chemin, il va être difficile de dire qu'on a réussi sur le plan matériel. Peut-être que ça va changer. Parce que nous sommes à la fin du régime. Hein. Ou bien parce que vous êtes resté extrêmement carré dans vos prises de position. Moi aussi, j'ai tort sur ce plan. Je suis resté carré. Il fallait être comme le ministre Kodor, paix à son âme, qui avait la carotte et le bâton. Vous m'avez aidé à dire quelque chose sur Kodor. Kodor était un grand monsieur. Mais Kodor n'aimait pas qu'autour de lui, qu'il y ait des gens qui émergent. Ah bon? Il fallait qu'autour de lui, qu'il y ait Kodor. Si on demande un cadre intellectuel, un cadre compétent, que ce soit Kodor. Que ce soit Kodor. Quand il y a quelqu'un qui émerge, j'étais le porte-parole du groupe parlementaire à l'époque. Mais moi aussi, j'ai été parfois indiscipliné. Ah, vous le reconnaissez? Oui, vous le reconnaissez. C'est une grande humilité. J'ai été parfois indiscipliné. Quand le secrétaire général demande à ce qu'on ne donne pas, n'accorde pas d'interview à un journal, toi, tu vas accorder. Quand on venait avec le micro, tu parlais. Je parlais. Alors qu'on a dit qu'il ne faut pas parler. Je pensais que je suis un homme libre. Tu parles. Tu n'es pas un homme libre parce que... Donc, je ne peux pas dire que sur le plan matériel, comme on réussit, on dit qu'on a réussi, que j'ai réussi. Mais sur le plan intellectuel, je pense que j'ai réussi. Le plus souvent à dire... Et maintenant, au niveau également d'avoir pu positionner ses enfants. Je ne peux pas encore apprécier à l'heure actuelle. Je pense que les enfants ont une quarantaine encore. Ils ont encore du temps. Et nous sommes à la fin du régime. Ici, tu entends ce que je veux dire. Nous sommes à la fin du régime. Je ne sais pas ce que la fin du régime va réserver à mon jeune enfant là-bas et moi-même. Peut-être que lui va réussir plus que moi à la fin du régime. Peut-être, comme on aime souvent que ce soit les vieillards qui continuent à gouverner, peut-être qu'il risque de mettre tout encore sur son chemin. Je ne peux pas dire que... Moi, je pense que réussir sur le plan matériel, sincèrement, je n'ai pas réussi. On a compris. Mais sur le plan intellectuel, vous avez réussi. De moi parce que partout où j'ai été, où il faut défendre ses idées, je l'ai fait et je suis content de moi. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de discuter avec un homme de cet âge qui est extrêmement humble et qui est honnête. Ce qui m'a touché dans sa prise de position, c'est que
à un moment donné, lui aussi, il a dérangé. Il le reconnaît. Alors, Pierre Blériot-Yémec, un sujet extrêmement social, pour moi extrêmement important. Comment savoir que l'on a réussi dans sa vie? Bon, parfois ici, on est obligé d'être donneur de leçons à l'occasion. Ouais, si vous parliez d'échec, vous auriez enlevé dents. Vous auriez dit qu'on a échoué sa vie. Bon, je suggère aussi que pour la bonne compréhension de ce sujet, qui n'est pas mal formulé là, mais là, quand vous enlevez le dent, vous voyez aussi comment savoir qu'on a réussi sa vie. Il faut d'abord avoir conscience que vous avez une vie. Mais on n'a pas une vie, on a au moins 9 vies. Vous les citiez comme ça un peu en désordre, on a 9 vies. Et c'est en jumelant ces 9 vies et en faisant la moyenne. Si on a conscience de chacune de ces vies, mais un être humain peut se rapetir et se limiter à une seule ou à 2 ou à 3 de ces vies. Et d'ici, vous voyez, l'idée générale qui habite les gens ici, c'est une seule vie, c'est la vie économique. Mais la vie économique, à côté d'elle, par exemple, des choses qui lui sont proches, c'est la vie professionnelle. Parce que la vie économique et la vie professionnelle, bien qu'elles se rapprochent, ce n'est pas la même chose. Quand vous travaillez, vous souhaitez avoir des promotions, peut-être que cela induit un peu d'argent, mais la vie économique est autre. Vous avez suivi un doyen dire qu'il n'a pas réussi sur le plan matériel. Bon, encore que ce soit relatif. On peut se retrouver à penser qu'on n'a pas réussi seulement parce qu'on voit ce qui est autour de nous. Vous voyez, quelqu'un qui va dans un quartier construire une grosse villa de 30 millions. Et quelque temps après, les gens viennent construire des duplex de 100 millions. Il commence à penser qu'il a échoué, il a construit une petite maison. Parce qu'il met sa maison en relation, en concurrence avec les autres. Mais l'être humain est un être relationnel. Vous avez votre vie sentimentale. Vous avez votre progéniture, donc votre vie familiale. Vous avez votre santé. Vous avez votre vie morale. Vous avez votre vie spirituelle. Vous voyez, il y a tellement de vies. Mais pour un homme moyen, il se contente de 2 ou 3 vies. Mais si vous prenez toutes ces vies-là, le premier élément de la réussite, en fait la condition, comme Yadala dit d'une certaine manière alors, la condition de toute réussite, c'est d'être en bonne santé. Parce que pour jouir des autres réussites, l'élément fondamental, c'est la santé. Est-ce que dans la durée, vous avez bénéficié de la santé? Moi, je vois l'honorable et moi, je trouve qu'il a réussi. Je ne connais pas son âge exact, mais il n'y a pas beaucoup à son âge qui se mettent debout par eux-mêmes. Pas du tout. Du coup, même s'ils ont des moyens, ils n'en jouissent pas. Il y en a qui sont sous sonde actuellement. Si on décrit la situation des gens de son âge, et même de moins de son âge, ils soulèvent souvent quelques petits frères qui n'arrivent plus à se mettre debout par eux-mêmes. Donc, la santé est la condition première de toute satisfaction. Après la santé, il y a les relations sentimentales. Pour un homme qui veut réussir, une femme qui veut réussir, le partenaire que vous aurez dans votre vie est la condition aussi de votre réussite. Celui qui a raté son mariage a raté une moitié de sa vie. Parce que les doigts là disent le mauvais mariage c'est pire que la prison. Le mauvais mariage c'est pire que la prison. Vous voyez, il y a des gens qui vont souvent dans les églises chercher leur partenaire parce qu'ils se disent qu'au moins là-bas ils vont trouver quelqu'un qui soit de bonne moralité. Parce qu'on est à l'église. Et j'ai publié, parfois se trompe. J'ai publié cette nuit à 3 heures un post en anglais qui disait "Don't marry someone because you meet him or you meet them in a church. Church is like hospital. Some patients are not responding to treatment." Je traduis. N'épousez pas quelqu'un parce que vous l'avez rencontré à l'église. L'église est comme l'hôpital. Certains patients ne répondent pas favorablement au traitement. Voilà. Alors, si vous ratez votre mariage, vous allez rater votre vie de famille, parce que c'est une autre vie.
La vie de famille, ce sont vos enfants, leur éducation. Dans le mauvais mariage, il y a la mauvaise éducation. Vous verrez un homme et sa femme qui se disputent les clauses d'éducation de leurs enfants. Quand papa dit on va à gauche, maman dit on va à droite. Devant les enfants. Devant les enfants, un spectacle. C'est les violences. Donc, la vie familiale. Maintenant, pour organiser toutes ces vies, lorsqu'on en a conscience, il faut élever son âme au-dessus de l'ennui et du besoin. C'est là qu'intervient donc l'apport matériel. Parce que celui qui est dans le besoin ne peut pas suffisamment se retenir face aux autres attraits qui le tirent hors de la satisfaction mentale. Si vous vous inquiétez sur ce que vous allez manger demain, vous êtes sûr que même dans une discussion maintenant, vous aurez tendance à dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Si votre vie est encore au niveau alimentaire, même vos prises de position, même votre moralité en seront affectées. J'ai suivi, là je suis obligé de faire entorse à l'honorable. Si vous avez mené la vie que vous vouliez mener, si vous avez été correct, ne regrettez pas d'avoir été correct, parce que cela ne vous aura pas donné un peu plus d'argent. Un peu plus ou un peu moins d'argent, vous n'êtes pas sûr que vous seriez l'homme beau et en forme que vous êtes aujourd'hui. Dieu a privé certaines personnes d'argent pour leur bien-être. Parce que quand vous êtes jeune, quand vous voulez réussir, 3 choses à éviter. Dans la jeunesse, évitez la luxure. Dans l'âge mûr, évitez la querelle. Dans la vieillesse, évitez la cupidité. Ce sont des armes qui sont déjà fourbies pour vous faire échouer. Si vous êtes enclin à la luxure quand vous êtes jeune, vous allez dépenser tout ce que vous avez. Si vous êtes enclin à la querelle quand vous êtes mature, vous n'êtes plus fort, on va vous écraser. Si vous êtes enclin à la cupidité, elle va vous emporter. C'est des choses auxquelles les vieux ne doivent plus discuter la nourriture, discuter l'argent, discuter ceci. Donc, en fait, pour me résumer, vous pourrez réussir toutes vos vies si vous avez conscience d'en avoir plusieurs. Vous pouvez réussir quelques-unes de vos vies si vous en aviez conscience. Mais pour réussir, d'abord, il faut avoir conscience de la vie ou des vies et avoir un projet à accomplir dans ces vies. Merci beaucoup. Et passe la parole à Yaya Bello. Alors, Yaya Bello, c'est vrai que Blériot a énuméré un certain nombre de vies, la vie sentimentale, la vie spirituelle, la vie professionnelle, sur le plan de la santé, sur le plan matériel, ainsi de suite. Alors, je vous pose ces questions. Quand même vous aurez réussi peut-être 5 ou 6 de ces vies et que celle matérielle est à 0, est-ce qu'à un moment donné, vous ne serez pas toujours content, vous ne serez pas heureux? Parce que, oui, vous êtes vieux, vous êtes en santé, vous avez votre femme qui vous a donné beaucoup d'enfants, mais vous avez du mal à manger un grain de riz. Alors, monsieur Aïssi, c'est difficile de prendre la parole après des aînés aussi éloquents, bien expérimentés, qui ont balayé tout ou presque tout. Je veux juste ajouter 1 ou 2 choses. Moi, je veux essayer de faire une autre taxonomie, c'est-à-dire notre classification. C'est-à-dire que je mets d'un côté des éléments d'évaluation objectifs de la réussite dans la vie, de l'autre côté des éléments subjectifs. Donc, sur le plan objectif, qu'est-ce qu'on appelle réussite dans la vie? Bon, c'est vrai que quand on parle de réussite, on commence déjà à faire le bilan. C'est vrai que le bilan aussi se fait en cours de chemin. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à la fin juste pour faire le bilan. Parce que je peux prendre l'exemple d'un, disons... On peut dire le bilan à mi-parcours. À mi-parcours ou en tout cas à chemin. Si vous avez par exemple un enfant qui a 25 ans, qui n'a pas eu le BPC, on peut déjà commencer à dire que tu commences à être compliqué là. Voilà. Donc, quand on dit réussir dans sa vie... Enfin, disons sur le plan scolaire. C'est un exemple pour dire que c'est vrai que on fait le bilan à terme, mais à mi-chemin ou pendant le parcours, on peut aussi le faire. Donc, ici, on se situe plus sur la situation de quelqu'un dont on peut faire le bilan, c'est-à-dire une personne beaucoup âgée. Donc, sur le plan objectif, qu'est-ce que moi j'appelle la réussite dans la vie? C'est d'être d'abord vivant, satisfaire ses besoins normaux, c'est-à-dire s'alimenter. Basique. Voilà, c'est satisfaction en fait basique, comme vous le dites.
se nourrir, se vêtir, fonder une famille, avoir un toit, avoir des enfants, éduquer les enfants, avoir un logement, qu'importe qu'il soit une allocation à titre locatif ou alors une propriété. De toutes les façons, l'essentiel étant... C'est à titre locatif, là, quand vous avez à 60 ans, on peut se poser des questions. Sa famille. Maintenant, si vous avez satisfait ces éléments, que je classe dans la catégorie des éléments objectifs, je crois que vous avez réussi votre vie. Oui, vous avez 60 ans, 70 ans, vous avez réussi à fonder une famille, vous avez éduqué vos enfants sont d'autres mariés, d'autres sont en train de travailler. Je crois que sur ce plan, vous avez réussi votre vie. Maintenant, sur le plan subjectif, vous avez fixé des objectifs du genre, je veux être président de la République, je veux être ministre, je veux être milliardaire, je veux avoir ceci, cela, des choses qu'on peut dire légitimes, auxquelles on peut aspirer, mais qu'on n'a pas réussi. Je pense qu'ici, on peut pas dire, on peut relativiser. Si par exemple je dis je suis comme le patriarche en face, dans mon objectif, dans ma politique, dans ma carrière politique, j'ai envie d'être ministre un jour et que je ne le suis pas, je peux dire que je peux relativiser. J'ai quand même essayé, je n'ai pas réussi. Donc, sur le plan non subjectif, moi je pense que il faut relativiser. Il y a des choses dans la vie, on ne peut pas avoir tout dans la vie. On ne peut pas avoir tout, on ne peut pas être professeur agrégé, on est milliardaire, on est rockman. Non, on ne peut pas tout avoir. Donc, mais moi, je situe plus la réussite sur le plan des éléments objectifs de la vie, c'est-à-dire les éléments basiques. Une fois que vous l'avez réussi, de l'autre côté, pour moi, c'est subjectif. C'est une sorte d'obligation de moyens. Vous voulez être ministre dans votre rêve, dans votre carrière politique. Vous n'avez pas réussi à le faire, mais vous avez quand même essayé de le faire. Même si vous n'avez pas parvenu, il faut relativiser l'échec. Vous avez voulu devenir un milliardaire, vous avez votre commerce et tout, vous avez quand même travaillé. Vous n'avez pas eu le milliard, mais vous avez quand même eu des millions. C'est pas un échec pour moi. Ici, le succès se trouve dans l'aptitude, dans la capacité à vouloir atteindre votre rêve, plus que la réussite. Donc, si vous n'avez pas atteint les objectifs sur les éléments objectifs que j'ai dit, vous avez échoué pour moi. Si vous avez 60 ans, vous n'avez pas réussi à vous marier, vous n'avez pas éduqué, vous n'avez pas eu des enfants, ou bien vous avez des enfants que vous n'avez pas éduqués et tout, c'est un échec. Mais maintenant, de l'autre côté, comme je le disais, il y a des objectifs que vous pouvez vous fixer dans la vie, vous avez essayé de les faire, vous n'avez pas atteint. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est plutôt les réalités de la vie qui disent qu'on ne peut pas tout réussir dans la vie. Merci. On va lire certains messages. Je voulais vous dire... Oui, honorable Soman. Moi, je veux vous dire quelque chose. La réussite, j'ai commencé par vous dire que c'est relatif. Ouais. Parce que si on pense que moi j'ai réussi, parce que j'ai eu beaucoup de maisons, j'ai eu des voitures, j'ai eu... Un autre, lui, va venir vous dire... Je connaissais un blanc qui avait des moyens, mais il ne voulait pas construire. Il voulait toujours vivre. C'était une condition d'une loge? Je ne sais pas. Il voulait vivre seulement en location. Pour lui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens qu'il ne faut pas construire. Bon, moi, je peux vous dire donc que la réussite est relative, comme j'ai dit au début. Mais je vais vous dire, par exemple, j'ai réussi au niveau de mon mariage. Ouais. J'ai 43 ans de mariage. Félicitations. Merci beaucoup. Je me suis marié le 3 novembre 1979 à Argenteuil, à Paris. Et j'y reste avec ma femme. Et vous vous aimez bien? Oui. Donc, quand vous me voyez... Il vous appelle toujours chérie. Oh merde alors. Quand vous me voyez avec une chemise... Aussi blanche. C'est elle. Je ne donne pas mes chemises à la blancherie, au pressing. C'est elle qui s'occupe de moi. Quand je sors, elle regarde, si la cravate n'est pas bien nouée, elle me dit, mais tu as oublié. Bon, donc elle regarde toujours ce que je fais. 43 ans plus tard. Quand je dois aller intervenir, par exemple, à un meeting ou à une conférence, j'ai réfléchi, je viens lui dire... Elle te coche d'abord un peu. Je réfléchis, je lui dis, je vais aller parler de ça. Elle reste rédigée. Quand elle rédige, je viens, je m'avais parlé, je sais qu'elle a écrit ce qui me convient. Vous lui faites confiance. Je lui fais confiance et elle me convient souvent sur le plan intellectuel. Bon, vous savez, je suis un homme politique, je n'aime pas souvent dire des choses. Quelqu'un m'a posé une question, mais je mentirais ou je ne serais pas correct si je ne réponds pas à cette question. Allez-y. Si j'ai vu
Non. Moi, je vais vous donner une réponse qui ne va pas gêner, qui ne gênera personne. D'accord. Je ne blesse pas les gens. Oui. Bon, comme c'est mon frère, à beaucoup de niveaux, je l'ai vu le jour que le président Biya nous faisait cette proposition que je viens de vous dire. Je lui ai dit ce jour-là de faire attention et de suivre le président Biya. Parce qu'il voulait encore continuer avec grand camarade. Je lui ai dit, ce n'est plus le moment, tu risques de faire comme moi, plus de 20 ans ici sans rentrer au Cameroun. Koundou, c'est mon frère. Je l'ai vu au Crédit Commercial de France. D'accord. Une banque. À Paris. Vous l'avez vu travailler là-bas, dans une banque. Au Crédit Commercial de France, boulevard des Champs-Élysées. Donc je l'ai vu là-dedans. Si je ne dis pas ça, ce n'est pas honnête. Il va me dire, mais Simon, tu aurais pu dire ça quand même. Il était le numéro 4. Bon, il y a souvent, c'est comme moi, un petit sabotage. Maintenant, le sabotage, je vous dis ce que je sais. Beaucoup estiment toujours qu'il n'a jamais travaillé dans une banque quelque part. Il était au Crédit Commercial de France, boulevard des Champs-Élysées. C'est compris. La vérité a été établie dans ce matin par rapport à Hervé Emmanuel Kam. Oui. On lit d'autres messages. Bonjour parfait, s'il vous plaît, demandez à M. Niemek de nous détailler les 9 vies. Les 9 vies de M. Niemek vous intéressent. Bon, Niemek a développé peut-être 4 ou 5 vies. Il a laissé 5 autres. Il va développer les autres peut-être demain. On va lire d'autres messages. Bonjour et bonne fête de Noël à tous les démineurs. Sorry, fausse manœuvre tout à l'heure. Blériot, quel phénomène. Je voyais tout jeune un film dédié. Constatine, cet homme est dangereux, mais très positivement. Roger Adouala, Abona Moussadi qui est donc revenu. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Ce sujet est assez subjectif. Pour ma part, la réussite consiste à ce que mes idées me survivent. Eric Dongusso. Tes idées te survivent. Même si vous ne laissez pas d'enfants, vous ne laissez pas une maison, vous ne laissez pas une épouse, mais si vos idées peuvent vous survivre, c'est bon. D'accord. Il y avait un monsieur, c'était un grand cousin. Il disait que naturellement, il tirait le diable à la queue. Il disait que vraiment, il ne badine pas avec ses principes. Et lui, ce sont les idées qui comptent dans la vie. Les idées. Je lui demande, allez, les idées là, pourquoi tu n'arrives donc pas à construire même une maison? Votre question du jour nous invite à nous demander s'il y a des indicateurs pouvant mesurer la réussite individuelle. C'est dans le cœur de l'homme que naît le mal, tout comme le bien. C'est dire que c'est à chacun de définir sa notion de la réussite, son rapport à l'être, à l'avoir et au paraître. Une chose est sûre, il y a un minimum d'avoir matériel nécessaire pour vivre. Et si l'entourage immédiat en veut davantage, que de pousser les uns à se dénaturer pour l'avoir, que les insatisfaits cherchent et assument les promotions canapés eux-mêmes. C'est Blaise Sida, une fois de plus. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, bien vouloir demander à Pierre de citer les 9 vies. Merci bien. Oh, décidément. Pierre, on insiste sur tes 9 vies. Bon, après la lecture des messages, je pense que le va donc citer les 9 vies. Les gens sont intéressés par les choses bizarres et compliquées. Ah bon? Tu deviens dans leur coach. Bonjour Perfecto, bonne fête au passage à toi et aux panélistes. Pour le thème du jour, quelqu'un qui a réussi sa vie est celui-là qui a pu avoir une activité génératrice de revenus, construire une maison en ville et au village, s'est marié, a réussi à scolariser ses enfants et que ce dernier ont tous du boulot. Voilà comment est-ce que moi je perçois la réussite. Armel Atangana depuis Garoua. Autre message. Alors, la plus grande et première richesse de l'humain, c'est sa santé. Et il met entre parenthèses physique et mentale. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Mbombo Bilon Bikak, c'est lui qui envoie le message. Donc il souhaite cela à moi. Pourquoi particulièrement Mbombo Bilon Bikak? Pourquoi tu me le souhaites vraiment à moi? Mais c'est bien que le ciel t'entende. Je lis encore le message là.
La plus grande et première richesse de l'humain, c'est sa santé. Il met entre parenthèses physique et mentale. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Mbamba Bilombikak. Tout le mal ou tout le bien? Non, tout le mal. C'est une façon de dire tout le bien. Ah d'accord. Je préfère ça. Bon, vous préférez qu'il mette bien. Autre message, bien le bonjour, on Kouta de modérateur et à ton riche panel. Pour savoir que quelqu'un a réussi dans sa vie, il suffit que cette personne ait atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés sur le plan matériel, moral, intellectuel, physique et humain. C'est Gilles PK17 du côté de Douala qui envoie le message. Parfait. Bonjour parfait et à ton panel, surtout mon grand frère Blériot. J'ai été victime parfait par un ministre de la République. Après mon retour au pays comme kiné, il m'a copieusement insulté dans son bureau parce que je n'ai pas cédé et m'a dit tu ne vas jamais travailler au Cameroun comme tu me refuses ton corps. Parfait, j'ai été traumatisé parce que je n'ai pas connu ça dans certains pays où j'ai vécu. C'est docteur Catherine qui envoie le message. Oh, docteur Catherine. Autre message venant toujours de Dr Catherine. Parfait, je suis très d'accord avec notre grand-père. Tout le monde ne trouve pas le travail ici. J'ai pu ouvrir mon cabinet en Afrique du Sud, mais ici, jamais. Je regrette beaucoup d'être patriote. Parfait, le pays va mal. Moi, je n'ai pas réussi ici. Non, docteur, ne regrettez pas d'être patriote. Un jour, ça va changer. Et rassurez-vous, personne n'a le titre foncier de ce pays. Personne. Pierre Blériot, compte tenu de la forte insistance de certains téléspectateurs, je te laisse donc d'abord énumérer les 9 filles, mais on aura plus suffisamment de temps pour que vous puissiez les expliquer. Non, je ne vais pas les expliquer. Oui. Les deux extrémités, c'est la santé et la spiritualité. Donc, vous avez une vie spirituelle, vous avez la santé. Dans les deux cas, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Maintenant, entre la santé et la spiritualité, j'ai cité la vie sentimentale, la vie familiale, la vie économique. Et vous vous êtes rendu compte que les gens focalisent autour de la vie économique. La vie psychique. Quelqu'un a évoqué cette vie-là. La vie professionnelle, puisque la vie morale. Ça fait 9. Vous avez toutes ces vies-là. Voilà les 9 vies. Maintenant, ce qui attire l'attention des gens, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Sachez que la vie économique est au milieu de toutes les vies. Et que pour que les énergies positives atteignent la vie économique, elles doivent venir de la vie spirituelle et de la santé. La vie, si vous cherchez seulement l'argent, vous ne serez pas, même si on vous donne l'argent, vous ne serez pas riche. Il faudrait que mentalement vous soyez on peut même vous donner l'argent, ça vous tue. Si votre tête n'est pas préparée à recevoir de l'argent, si votre corps n'est pas disposé à gérer l'argent, l'argent devient un poison pour vous. C'est pour cela qu'il faut privilégier les choses qui sont au-dessus de l'argent, et ensuite l'argent vient devenir un adjuvant, l'argent l'accompagne. Produire l'argent, ce n'est pas le plus difficile. Ceux qui ont déjà réussi sur les vies spirituelles, l'argent c'est un détail. Vous avez l'argent quand vous voulez avoir de l'argent. Malheureusement, les gens cherchent en premier. Comment savoir d'abord qu'on a réussi sur le plan spirituel? Pour ceux qui sont chrétiens, Matthieu vous dit, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et pour ceux qui sont sectaires, ils savent que quand l'esprit est bien disposé, le corps reçoit facilement. Et comment savoir que l'esprit est bien disposé? Mais il faut être formé à bien disposer son esprit. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur, non? Pourquoi? Oui, mais parce que mon esprit est disposé. Donc vous êtes sectaire. Tu les sectaires. Non, ça m'a dit les sectaires. Tu entends comment il analyse, tu vois, les sectaires. Arnaud Victor, il y a dans quelle émission? Arnaud Victor, à quoi sert l'argent? On ne dit plus rien. Quand on dit que les sectaires, surtout, il ne dit rien. Il dit nous, est-ce que tu es sectaire? Tu même sais qu'il est sectaire. À quoi sert l'argent dans la tête d'un insensé? Blériot a dit quelque part que si l'on vous donne même beaucoup d'argent, ça peut mettre
dangereux pour vous. Absolument. Si vous n'avez pas été préparé. Oh, votre citation de tout à l'heure me rappelle un certain Jean-Pierre Sommet. Ouais. À quoi sert l'argent dans la main des naissances? Et il disait, mon ami Jean Lambert en posant. Il faut dire que jusque-là également, cette affaire est biblique. Hein? Oui, tout On à le fait. dit dans la Bible. À quoi sert l'argent dans la tête d'un naissant? Justement, moi, je pense que c'est un autre levier de la réussite. Avoir la possibilité de partager ce qu'on a à un certain moment sans que cela ne puisse vous nuire à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas avoir un peu d'argent, mais vous mettez votre entourage à l'aise. Non. Je pense qu'il y a des gens qui ont atteint un certain niveau dans leur vie, qui leur donnent la possibilité de partager. Si vous avez atteint ce niveau, je pense que c'est aussi une très grande réussite, parce que c'est devenu tellement dur, même pendant les fêtes, pour aller manger même chez le voisin. Tout le monde fait l'effort, même s'il n'a pas les moyens, de mettre une longue barrière et de nourrir un gros chien pour contrecarrer les assauts des voisins. Mais je pense que ces gens-là qui ont la possibilité aujourd'hui, qui ont même souffert à la base et qui partagent, je ne dis pas que pour partager, il faut impérativement être milliardaire, non. Le peu qu'on a même, on peut déjà le partager, mais il ne faudrait pas partager et que vous-même vous restiez comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les enfants des autres à l'école si les vôtres ne sont pas partis à l'école. Mais si vous avez déjà la possibilité de répandre le bonheur autour de vous, je pense que c'est une très grande réussite. Et pour cela, ce n'est pas forcément le matériel. Sur le plan intellectuel, si vous pouvez le faire sur le plan spirituel et sur le plan matériel, je pense que vous avez réussi votre vie. Merci beaucoup. Yaya Bello, peut-on dire qu'on a réussi sa vie si l'on finalement est pauvre matériellement? Évidemment, parce que je suis d'accord avec le grand frère Niamé qui disait que tout le monde a tendance à focaliser la réussite seulement sur la voie. Et c'est le drame de notre société aujourd'hui où c'est le paraître qui prend le dessus. C'est-à-dire que j'ai, donc je suis. Donc finalement, tout le monde est focalisé vers l'accumulation des richesses. En même temps aussi, est-ce que vous ne restez pas extrêmement philosophique là? C'est-à-dire que dans un monde extrêmement pratique, dans un monde extrêmement exigeant, vous avez réussi à toutes les autres vies que cette Blériot-là. Mais maintenant, je pose cette question, je reviens. Vous tirez le diable par la queue. Pour faire réchauffer la marmite, là, vous avez un problème. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Vous ne pouvez pas réussir dans toutes les autres vies et tirer le diable par la queue. C'est impossible. C'est impossible, c'est lié. Il a cité les 9 vies Oui. que les téléspectateurs demandaient. Oui. La santé, la spiritualité. Au milieu, on a le professionnel, parce qu'un homme aussi... Professionnel, moral, ou l'activité. matériel. Un homme aussi, c'est quelqu'un qui est actif. Il n'y a aucun homme qui ne soit sur son lit du matin au soir et estimé qu'il est normal. Blériot insiste, c'est que si vous avez réussi à la majorité des vies, l'argent viendra seul. En fait, comme je le dis, c'est Je règle le le verset biblique difficile, rapidement. Hein. Oui. Le verset dit qu'il n'a pas vu le juste mendier son pain. Il n'a pas vu le juste mendier son pain. Un juste ne mendie pas son pain. Voilà, le référentiel de notre société aujourd'hui, c'est l'accumulation des richesses. On a, on est. Or, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Il y a beaucoup de compartiments qu'il faut remplir. Et une fois que tout ça sont liés, je crois que vous avez réussi dans la vie. Donc je répète et je dis à nos jeunes, avoir réussi sa vie, ce n'est pas d'avoir accumulé des richesses qui ne servent pas à asseoir son humanisme ou alors son humanité. Honorable Soman, je vous pose cette question à dessein parce que vous êtes un patriarche, vous avez beaucoup vu. Qu'est-ce qui est important pour un être humain pendant qu'il est ici sur Terre? Qu'est-ce qui devra mettre plus en avant lorsque nous parlons de réussite de la vie? L'honnêteté. Il faut qu'il mette en avant l'honnêteté. Parce que, je veux dire, ce qui gêne au Cameroun, quand on est resté honnête, le plus souvent, on arrive quelque part, on n'est pas bien reçu. Mais lorsque on a accumulé les biens, malhonnêtement, on arrive quelque part, tout le monde tremble. Il faut qu'on vous accueille. Donc, moi, je pense pour ma part, c'est là où je dis que j'ai réussi sur le plan politique. Partout où j'arrive, je reste moi-même. Et si je dois entrer là-bas, j'entre avec ce que je suis. L'être seulement, ce qu'il est resté, je reste, j'y vais. Mais j'ai constaté qu'au Cameroun, on
On respecte quelqu'un parce qu'il a accumulé les biens. Parce que c'est là où on pense qu'il a réussi. Mais moi, sur le plan politique, si je suis quelque part, on sait que là où il se trouve, c'est là où se trouve la politique. Et on respecte seulement à partir de ces éléments. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce programme. C'est ce qu'il fallait dire. Ah, l'honorable est désolé de savoir que le programme est fini. Dommage. Comment réussir dans sa vie? On aura retenu de manière très claire qu'on ne réussit pas dans sa vie simplement parce qu'on aura emmagasiné des richesses. On peut également réussir dans sa vie avec d'autres aspects. Mais maintenant, selon Blériot, si l'on a réussi dans l'essentiel de ces autres aspects, la richesse vient seule. Merci à l'honorable Soman, c'est un ancien député de la nation, cadre du côté de l'UPC. Merci à Pierre Blériot-Niemek, il reste mon consultant de tout temps et de tous les temps. Merci à Yaya Bello du PCRN qui nous a également rendu visite ce matin. Merci infiniment à Arnaud Victor Yada. Ne manquez pas votre journal de la mi-journée, c'est dans 6 minutes, 7 ou 6 minutes, très exactement. À 19h, vous aurez votre journal en anglais. À 20h, votre journal en français. N'oubliez pas, à 21h, votre programme à karaté panafricaniste Chulunda Africa avec Stéphane Barga, mais également avec Patrick Sapak, sans oublier Antoine Arono. Dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver les plus belles filles de la Terre. Ce sont les Amazones à partir de 12h30. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?